journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition rétrospective dont voici le titre. Reçu vendredi 4 juin 2021 à la primature, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a confirmé la troisième vague des contaminations de la Covid-19 au pays et promet des mesures coercitives. À l'Organisation des Nations Unies, bras de fer entre Félix Tshisekedi et Ali Bongo, les deux hommes se disputent le siège réservé à l'Afrique centrale au Conseil de sécurité. Et puis il a été célébré vendredi 4 juin à la cathédrale Notre-Dame du Congo devant plusieurs personnalités, membres et militants des partis politiques, les 50 ans d'âge des jumeaux Joseph et Jeannette Kabila. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que, comme tout processus, il y a le démarrage, c'est comme un véhicule. Il y a l'accélération et puis il y a le point où on arrive à l'objectif final. Pour le moment, l'état de siège, nous sommes en phase de accélération parce que la phase d'accélération exige que tout le dispositif, c'est comme un avion qui décolle. Maintenant, les ressources sont là. Avec les ressources que le ministre du Budget, le ministre des Finances vient de mettre à la disposition du ministère de la Défense nationale, nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Les opérations sur le terrain vont démarrer avec la logistique, avec toutes les capacités financières, les hommes. Il y a des hommes que nous allons devoir bouger pour aller dans les zones de l'état de siège. Et d'ici, je peux vous rassurer, d'ici 2 semaines maximum, eh ben, la situation ne sera plus. Massissi jusqu'à Bukavu, Kibumba, dans les sites de Sake, Minova, Massissi jusqu'à Bukavu, Kibumba, Rutshuru jusqu'à Butembo, qui se retrouvent dans des situations très difficiles parce qu'ils ont dû être évacués de la ville de Goma. Et là, principalement, les points les plus importants, c'est surtout l'approvisionnement en eau. Donc, il y a un manque criant et le Premier ministre nous a assuré qu'il est au courant de la situation et que les mesures sont prises pour pouvoir, bien sûr, faciliter l'accès à l'eau et le rétablissement des structures d'approvisionnement d'eau dans la ville de Goma. Et pour ces populations déplacées, c'est l'approvisionnement en eau. Les autres questions importantes, c'est bien sûr concernant la nourriture en vivres et non-vivres. Pour toujours ces populations déplacées, nous les élus avons constaté que depuis que cette crise a commencé, il y a eu un élan de solidarité nationale qu'on a constaté de nos compatriotes aussi bien à l'étranger, en Europe qu'ici au pays, qui se mobilisent pour justement venir en aide à nos frères et sœurs qui sont là-bas, à Goma, dans le Nord Kivu, déplacés à la suite de l'éruption. Donc on aimerait féliciter en tout cas cette solidarité nationale, tout en rappelant à tout le monde qu'il y a vraiment urgence et que les efforts doivent continuer pour s'assurer que ces populations meurtries reçoivent de l'aide. Échange, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okuto et le président de la CENI, Corneille Nangaa, pour une séance de travail. Celle-ci a tourné essentiellement autour des questions d'actualité en rapport avec le fonctionnement des provinces. En effet, ils ont abordé la question des élections des gouverneurs dans les provinces où ces derniers ont été déchus soit par motion de défiance, soit des censures. Au sorti de l'audience, Corneille Nangaa a fait savoir que les travaux sur les réformes électorales se poursuivent au Parlement. Effectivement, nous avons été conviés à une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur certaines questions d'actualité. Premièrement, c'était de voir la possibilité de la tenue des élections, dans l'élection des gouverneurs dans les provinces
où effectivement il y a eu soit des motions de défiance, motions de censure contre le gouvernement provincial. Nous avons examiné au cas par cas en faisant mention du fait qu'il y a des cas pour lesquels il est maintenant au plus qu'opportun d'organiser l'élection pour ces gouverneurs. Mais il y a d'autres situations où on doit devoir attendre les arrêts de la Cour et voir qu'est-ce qui devrait être fait par la suite. Nous sommes aussi venus échanger sur la question des réformes en cours, les réformes électorales dont les travaux se poursuivent au Parlement. Il était question de voir, de suivre et savoir comment on devait accélérer, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes fin mandat depuis des années et nous attendons la nouvelle loi pour permettre à ceux qui doivent nous remplacer nous remplacent. Je vous remercie. Notez que le président de la CENI a par ailleurs insisté sur la nouvelle loi qui devra faciliter le travail au prochain bureau de la CENI. Il s'aide de signaler également qu'après l'examen, les deux personnalités ont estimé qu'il est opportun d'organiser les élections. Le parquet général près la Cour de cassation est en instance de poursuivre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila. Il a pour cela saisi officiellement l'Assemblée provinciale de la mégalopole congolaise pour l'autorisation de poursuites judiciaires. Cette information a été donnée le lundi 31 mai lors de la plénière par le président de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, Godin Poikadima. Aux explications du premier des députés provinciaux quinois, cette demande résulte d'un dossier qui oppose Jean-Denis Ngobila au Conseil d'État de la République démocratique du Congo. Au nom du principe contradictoire, a ajouté le président de l'APK, nous avons invité le gouverneur à l'Assemblée provinciale pour se défendre. Outre cette affaire, le numéro 1 quinois a un dossier qui continue d'être sur le bureau de Godin Poy. Il s'agit de la question orale avec débat, initiée par le député Mike Mukibai. C'était non seulement un moment de communion, mais aussi de communication qui a permis au ministre Tony Mwaba de présenter les grandes lignes de sa vision basée sur la rupture d'avec les antivaleurs. Nous sommes résolument engagés pour le redressement de ce sous-secteur et combattre toutes sortes d'antivaleurs. Devant une assistance constituée de tous les responsables du sous-secteur éducationnel, dont certains venus des provinces, les partenaires techniques et financiers, les syndicats ainsi qu'un échantillon d'élèves venus lui témoigner leur soutien. Tony Mwaba a invité l'assistance à la responsabilité, l'unité à la probité morale, ce pour la réussite des réformes en cours au sein du sous-secteur, parmi lesquelles la gratuité de l'enseignement de base. Ce n'est pas une affaire du ministre ou de la vice-ministre, c'est notre affaire à nous tous. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'avenir de nos plus petits. Quel avenir nous leur donnons? Quel avenir nous leur réserverons? Quel héritage nous allons laisser à nos plus petits? On va parler de l'éducation, mais la base, c'est l'EPST. Et c'est ici que nous devons tout faire pour remettre les choses à l'endroit. Une réforme irréversible, a martelé de son côté le secrétaire général AI, sensibilisant sur la promotion des valeurs qui doivent caractériser tout acteur éducatif. Dans une salle archi-comble et sous une ambiance conviviale, Tony Mwaba a reçu les assurances de toute la famille éducationnelle d'un accompagnement tous azimuts pour la réussite de son mandat. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie Covid-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la Covid-19 au cours des 4 dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la 3e vague de la pandémie Covid-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Il s'agit notamment du port correct et obligatoire des masques,
du lavage des mains à l'eau ou l'utilisation de la solution hydroalcoolique, du maintien de la distanciation sociale, du respect du couvre-feu à 22 heures. En complément à toutes ces mesures précitées, la vaccination reste un moyen efficace pour protéger la population et notre économie. Je vous invite à y adhérer massivement. Chers compatriotes, l'histoire de notre pays nous renseigne que notre peuple possède une réelle capacité de dépassement et de résistance face aux situations difficiles. C'est l'occasion pour moi de faire appel à votre sens élevé de civisme, de patriotisme et surtout à votre engagement afin d'observer les recommandations des autorités politiques et sanitaires. Relancé depuis le 29 mai dernier, lors du Conseil exécutif de l'Union africaine, présidé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la candidature de la République démocratique du Congo au siège des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, réservé à l'Afrique centrale, est contestée par le Gabon, un des protagonistes au même poste. C'est ce qu'atteste cette sortie médiatique de la présidence gabonaise. Je vous rappelle que l'Union africaine a endossé officiellement les candidatures du Ghana pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et du Gabon pour ce qui est de l'Afrique centrale. L'Union africaine a fait un gros travail de réforme sur son organisation, sur ses instances et sur ses textes. Ça fait partie pour moi pour savoir ce qui va être fait. Ce que je peux vous dire du côté du Gabon, c'est que le Gabon a suivi une démarche légitime et légale. Une intervention qui a suscité la réaction du directeur des cabinets du ministère des Affaires étrangères congolaises à la tête d'une forte délégation qui séjourne depuis mercredi 2 juin 2021 à New York pour battre campagne au profit de la République démocratique du Congo en préparation du scrutin prévu le 11 juin du mois courant. Atoki Ileka évoque par contre une inexactitude de l'endossement de la candidature gabonaise par l'UA et précise que la décision de l'organe panafricaine fut de demander aux protagonistes, notamment la RDC, le Gabon et le Tchad, de trouver un consensus duquel se dégagerait une candidature unique pour la région de l'Afrique centrale. Si l'Union africaine soutient la candidature gabonaise, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de président en exercice, essayerait-il d'imposer celle de la République démocratique du Congo après 30 années d'absence? Une question qui fait couler encre et salive à quelques jours du scrutin. L'insécurité dans l'axe allant du nord-est au sud-est du pays de Lumumba persiste à être une casse-tête et une énigme aussi bien pour les autorités congolaises que la nation tout entière. Plusieurs initiatives de dialogue aux opérations militaires passant par des ateliers ont été jusqu'ici menées sans qu'on ne parvienne à éradiquer cette insécurité qui a pris plusieurs connotations et colorations. Tandis que le régime congolais actuel a décidé de l'instauration de l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu, les deux provinces les plus malmenées et martyrisées par cette insécurité, les tueries ne cessent pas dans ces provinces, situation qui nargue cette mesure et qui dévoile d'autres aspects de l'approche valable de la question. Alors que l'opinion est mise en garde contre les changements de stratégie et tactique des ennemis du peuple, qui consistent à dresser les populations contre les méfaits de certains éléments des FARDC, des témoignages des forfaits commis par ces éléments ne sont pas tous arrangés dans les initiatives de ceux qui veulent discréditer les FARDC à cette ère d'état de siège. Des témoignages qui interpellent sur toute l'attention qu'on doit avoir sur les brebis galeuses de FARDC afin de cerner pourquoi elles versent dans les actions qu'on attribue de façon présumée aux seules forces négatives qui sont actives à l'Est. Autrement, nous sonnons d'avance la trompette. L'état de siège décidé à Ituri au Nord Kivu risque de ramasser une grosse pelle. Maîtrise en administration des affaires, MBA. Yannick Nobo, député démocratique du Congo. Serge Mario,
République démocratique du Congo. Patrick Lungu Kumba, République démocratique du Congo. Mwipu, République démocratique du Congo. Chiza Kumba, République démocratique du Congo. Le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI tient à investir dans le renforcement des capacités et la formation de ses agents et cadres afin de posséder en son sein une masse laborieuse, élitiste, capable de répondre aux attentes et ambitions de cet établissement public qui se veut distingué. C'est dans ce sens qu'une cohorte de 30 agents et cadres a été inscrite à la prestigieuse Université de Moncton au Canada aux frais de l'entreprise pour le deuxième cycle en maîtrise en administration des affaires. Le premier lot des diplômés a concerné 5 récipiendaires et une cérémonie symbolique a été organisée à Kinshasa en leur honneur par la direction générale pour marquer la fin de 3 années de travail intense. La cérémonie officielle qui s'est déroulée à Moncton au Canada a été retransmise en direct à Kinshasa et pour la circonstance, l'un des professeurs de l'université de Moncton et encadreur des récipiendaires de la RDC, le professeur Jean-Pierre Boto, a fait le déplacement de Kinshasa. Il n'a pas tari d'éloges en endroit de ses maîtrisards. Et ces hommes que vous voyez, je peux certifier compte tenu du cursus, comme j'ai dit, directeur de programme MBA, sont capables d'aborder presque tous les sujets de gestion au sein de l'organisation. Au nom de tous les récipiendaires, le chef de la promotion, Patrick Mbungu, a remercié la direction générale du FPI qui a totalement pris en charge cette session. Il a aussi révélé que maintenant, ils sont mieux outillés pour améliorer le modèle de gestion de l'entreprise avec les propositions pour consolider les réformes qui sont déjà mises en place au sein du FPI pour qu'elles puissent réaliser pleinement son mandat. C'est un honneur et un privilège d'avoir participé à cette formation qui a été totalement prise en charge par l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 5, mais d'ici la fin de l'année, nous le souhaitons en tout cas, plus de 20 collègues vont obtenir comme nous leur maîtrise en administration des affaires de la prestigieuse université de Moncton au Canada. Patrice Kitebi, directeur général du FPI, l'a dit, le capital le plus important pour le développement d'un pays, c'est le facteur humain, et le FPI nouveau n'y ménagera aucun effort pour mettre au cœur de son management les ressources humaines, afin de posséder des agents et cadres œuvrant dans l'excellence et possédant un sens éthique avéré. De ce premier groupe de 30 récipiendaires, 5 ont été honorés ce jour, mais d'ici la fin de l'année, plus de 20 autres vont obtenir leur maîtrise en administration des affaires, la prestigieuse Université de Moncton au Canada. Ces maîtrisards ont aujourd'hui la lourde charge de se distinguer dans leur savoir-faire, savoir-être et savoir-acquis. Vous êtes les ambassadeurs de l'Université de Moncton. Vous avez acquis un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-acquis. Moi, je voudrais pouvoir compter sur le savoir-être, sur le savoir-faire. Ne serait-ce que sur ce binôme, nous allons construire un changement qui va devenir un changement durable. Ça a aussi été annoncé, un deuxième groupe est en train de se constituer pour une autre session du deuxième cycle en maîtrise en administration des affaires. Et toujours dans le même cadre de renforcement des capacités des agents et cadres, une autre formation se tient à Kinshasa sur la stratégie d'entreprise avec l'Institut français Thémis. La vision du FPI nouveau, c'est d'œuvrer dans l'excellence. C'est depuis le 16 mai 2019 que le Fonds de promotion de l'industrie avait signé un contrat avec la firme israélienne LR Group pour le développement de la phase 1 du domaine agro-industriel présidentiel de l'Antélé d'Aipen Lukelenge au Kasaï oriental. Ce contrat prévoyait les travaux d'ingénierie, l'approvisionnement
la construction ainsi que l'exploitation du site pendant une année par Heller Group. Et dans ce processus, en sa deuxième phase, les deux parties avaient convenu de la création d'une nouvelle entreprise avec un capital commun. Une phase encore non atteinte à ce jour. Face à cette situation, les deux partenaires ont convenu par la suite de remettre la gestion de ces sites au FPI en attendant la finalisation de certains paramètres. Raison d'être de cette remise et reprise entre Edental, représentant de Heller Group, et le docteur Moukeba, coordonnateur du projet, en sa phase initiale. Nous devrions passer à la deuxième phase. Il s'est posé un problème d'apprêter le business plan et le statut de la création de la nouvelle entreprise qui doit gérer cette ferme. Ça a pris du temps. Les Heller Group et FPI se sont entendus que nous puissions avoir une première période transitoire de 6 mois. Au cours de cette période transitoire, ça n'a pas été finalisé. Nous avons eu une deuxième période transitoire de 3 mois qui termine aujourd'hui. Le FPI a regardé au niveau de la ferme l'expertise locale. On a désigné Dr Moukeba, qui était le coordonnateur de Daipen Lukelenge dans son ancienne formule et qui était responsable de la production maintenant. Il a été désigné responsable AI de la ferme. Il va être secondé par Dr César Bissimois, qui est un habitué de ferme. Il a piloté les fermes à Lubumbashi, les fermes au niveau de Kinshasa et même structuré l'unité d'aliments pour bétail au niveau de Midémon. C'est que le FPI est allé chercher des expertises locales qui peuvent prendre en charge la ferme jusqu'à ce que nous puissions avoir la deuxième phase structurée et les nouveaux animateurs désignés par ceux qui vont investir dans la deuxième phase dans la société qui va piloter cette ferme. Toujours à Mbujimayi, la délégation du FPI a conduit une délégation égyptienne de Wadi Group, une entreprise spécialisée dans l'industrie avicole et l'agriculture. Il était question pour ces investisseurs égyptiens d'étudier les conditions de faisabilité pour la création d'une ferme avicole dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cette descente sur le terrain a aussi permis à la délégation égyptienne de visiter les différents sites de production agricole, notamment le maïs, le soja et l'arachide. Wadi Group a été heureux de constater la possibilité de structurer une ferme avicole dans le Kasaï, confidence faite par Tony Frégy, le président exécutif de cette entreprise égyptienne. Nous sommes ici at the direction of the FPI. Sous la direction de FPI, avec la compagnie de M. François, le directeur, pour regarder les opportunités à Mbujimayi. C'est vraiment un grand hub pour la production vraiment de la volaille dans le pays. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris de voir que Mbujimayi a même les semences pour la croissance. Ce sont des gens qui travaillent durement. Ils sont vraiment déterminés, très sérieux, non seulement à développer leur ville, mais aussi tout ce qu'il y a ici comme région. Ils sont déterminés dans la plantation, que ce soit dans le fait de planter le manioc, le riz, le maïs, même le soya. Et pourtant, tout ça, ce sont les ingrédients dont nous avons vraiment besoin dans l'industrie de la volaille. Je suis très optimiste que très bientôt, nous aurons vraiment de la volaille qui sera produite dans cette partie du Congo, avec la facilitation du FPI, en mettant vraiment une organisation très organisée et très professionnelle. Et nous sommes sûrs de faire quelque chose de tangible ici. Merci beaucoup. Du côté FPI, on s'engage à élaborer un programme de développement avec les ministères de l'Industrie, de pêche et élevage, de l'agriculture, du commerce extérieur, ainsi qu'avec d'autres structures de l'État afin de faciliter la matérialisation de ce projet à grand impact socio-économique pour la République démocratique du Congo. Goma, une ville qui a perdu la chaleur humaine, son sol secoué par le feu du volcan s'est vu vidé de ses habitants. Une semaine après l'éruption du volcan en Iragongo, la ville est encore sous le choc.
Face à cette calamité qui a presque désarmé les humains en dépit de leur savoir-faire, des chrétiens ont pris l'option de recourir à Dieu. Cas de Marie-Olive Lembe Kabila qui a pris part à la messe de suffrage ce dimanche à la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe, messe dite en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle qui a causé quelques morts et le déplacement de plus de 400 000 personnes. À l'image de l'église Corps du Christ qui symbolise l'unité, l'officiant du jour a appelé les Congolais à rester solidaires et compatissants envers les populations de Goma. Marie-Olive Lembe Kabila, qui a le cœur sur la main, toujours compatissante, a dès les premières heures de ce désastre déployé les membres de son ASBL sur le terrain pour apporter de l'assistance aux sinistrés. Grâce à son implication, plus de 3000 personnes ont bénéficié d'une prise en charge totale. Elle a lancé un appel à la solidarité aux Congolais en vue de faire face aux différents malheurs qui frappent la République démocratique du Congo. Pour toutes les personnes de bonne volonté, pour toutes les personnes qui initient, qui entreprennent des organisations de solidarité, je les encourage de ne pas reculer, de ne pas se fier aux opinions négatives, d'aller de l'avant, puisque cette terre, Dieu l'a créée pour la vie. Et donc, nous avons tous le devoir, nous qui avons la grâce du souffle de vie surtout, de venir en aide à ceux qui sont en détresse. Tant que Goma ne retrouvera pas sa quiétude, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a comme priorité le bien-être de la population, ne baissera pas ses bras. Certes, son statut a changé, mais son cœur est resté le même et il continuera à battre pour toutes les personnes vulnérables. Un mois après l'installation de la coordination Initiative Plus OLK au Katanga, Marie-Olive Lembe Kabila vient de doter cette équipe des bureaux. C'est dans ce modeste bâtiment pimpant neuf que l'ASBL Initiative Plus va désormais travailler en vue de répondre à son cahier de charges. La présidente de cette structure a lors d'une sobre cérémonie procédé à l'inauguration du siège d'Ipolk au Katanga. La coupure du ruban symbolique a été précédée par la bénédiction du lieu par le prêtre qui a imploré l'accompagnement de Dieu dans tout ce qui sera entrepris ici. Que Dieu Tout-Puissant bénisse ces lieux au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'épouse de Joseph Kabila, qui ne résigne pas lorsqu'il s'agit de faire du bien à ses compatriotes, a promis son implication pour l'accompagnement de cette œuvre. Par les peu d'avantages que le Seigneur nous a accordés dans notre vie, d'avoir peut-être un tout petit peu plus que les autres, nous ne nous fatiguerons pas tant que nous le pourrons de développer des projets d'intérêt communautaire de façon à participer activement dans le développement humain de nos compatriotes, de notre progéniture, de nos enfants qui se trouvent être l'avenir du développement de notre pays. Initiative Plus OLK au Katanga a déjà dans son actif plusieurs réalisations. La dotation de ces bureaux est un coup de pouce de plus de la présidente de cette structure. Les actions que nous coordonnerons dans ces bureaux se focaliseront sur l'humain afin de l'assister et de l'accompagner dans son épanouissement social et moral. La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. Pour ce Mama Wako, votre présence nous prouve que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans l'allégresse de vous voir ici parmi nous en ces jours particuliers de l'inauguration de bureau de votre association, notre association Initiative Plus,
dans le Haut-Katanga. Cette réalisation démontre encore une fois de plus que Marie-Olive Lebekabila ne fait pas les choses à moitié. Le bien-être de Congolais reste au centre de ses préoccupations. À Kinshasa, ce jeudi 3 juin 2021, les engins de l'Office de voirie et drainage étaient sur l'avenue Konda Konda au quartier GB dans la commune de Ngalema pour l'asphaltage de cette route secondaire. Une riveraine rencontrée a exprimé sa joie au micro de votre rédaction. Il y a une très bonne activité qui se passe ici. Depuis pratiquement un mois, on a pensé à nous. Il y avait beaucoup de trous. Ça abîmait les voitures. Et maintenant, on est en train d'arranger, nous sommes très ravis. Ils ont déjà terminé la première partie, mais nous sommes en train de travailler de l'autre côté. Et les embouteillages sont vraiment maintenant aménagés parce que la route est très bonne. Nous remercions le chef de l'État, nous remercions le ministre et le président de ce pays. Ils sont les fils de ce pays. Parce que quand vous êtes un fils d'un pays, quand une région sale, vous l'arrangez. Et nous les remercions. Mais je vais forcément faire la remarque après ici, qu'on envoie des gens pour nettoyer. Parce que par exemple, si on veut l'arranger à une semaine, c'est sale. Les gens qui balayent viennent la balayer, comme ça nous allons la compléter. Et vraiment, on respecte l'état des droits et nous sommes très très contents. C'est ça le pays. Merci au chef de l'État, Pachi Benton. Ce chauffeur de taxi a quant à lui interpellé les autorités au sujet du suivi régulier de ce genre de travaux afin qu'ils arrivent au bout. Je suis très content de voir cette route être réhabilitée. Je félicite l'OVD aujourd'hui pour les efforts et je demanderai au président de la République de faire en sorte que le suivi soit à 100% pour la continuité de ce travaux et non de voir les travaux être abandonnés pendant plus de 2 semaines où rien n'est fait. Notez que le prolongement de cette avenue qui débouche sur le boulevard Colonel Mongiba a aussi été réhabilité par l'Office de voirie et drainage qui compte donner à la RDC des routes dignes de son rang. Ce vendredi 14 juin 2021 a particulièrement attiré l'attention sous Joseph Kabila parce qu'il a célébré son jubilé d'or. 50 ans de vie, dont 18 passés à la tête de la RDC, est un âge qui ne passe pas inaperçu pour un homme de son calibre politique. La rédaction des BCTV rend hommage à cette occasion à celui dont l'examen du parcours politique dévoile un des aspects qui ont façonné la particularité politique du 4e président de la RDC. Joseph Kabila a fait preuve de l'amour que la vraie mère de l'enfant, dont le jugement de Salomon avait manifesté. Appelé à trancher dans l'affaire qui opposait 2 accouchés, dont l'une avait perdu son bébé, et face aux réclamations persistantes de ces 2 femmes, Salomon avait ordonné qu'on apporte l'épée et qu'on partage l'enfant réclamé en 2 de la tête aux pieds, de sorte que chaque femme reçoive une part de l'enfant mort. La fausse mère de l'enfant disputée avait acquiescé, mais la mère authentique avait refusé que l'on procédât ainsi, demandant au roi de donner l'enfant entier en vie à l'autre femme. Son seul souci était que l'enfant soit en vie, même s'il n'allait plus lui revenir. En maintes occasions, Joseph Kabila Kabange, qui ne cessait de vivre sa passion pour la RDC, invectivant les Congolais à lui emboîter les pas, a pris des risques énormes et contassés, montrant que la survie de la RDC une et unie, ainsi que pacifiée, stable et prospère, l'emportait sur toute considération dans ses délibérations politiques. Il a montré, lors de la ressuscitation du dialogue intercongolais de San Suu pour l'aboutissement heureux duquel il a fait des concessions et a accepté la formule 1+4. Avant cela, il avait semblé jouer les jeux de la communauté internationale pour la priver de toute raison d'aller jusqu'au bout de son plan de morcellement de la RDC. Il s'est fait Mokumbi Maki, entendez porteur des œufs, pour faire aboutir la transition 1+4 et les élections qui ont résorbé la crise de la légitimité du pouvoir présidentiel en RDC. Il a choisi de faire volte-face aux injonctions impérialistes à cause des intérêts du peuple et a accepté d'être diabolisé et attaqué par la clique des néocolonialistes intéressés à la RDC.
RDC. Il a refusé de faire plaisir au lobby minier lors de la publication du nouveau code minier en mars 2018, préférant se brouiller avec eux au lieu de sacrifier les intérêts du peuple. Il a accepté de quitter le pouvoir, les laissant à l'un de ses pires adversaires pour éviter le bain de sang qui aurait résulté de la non-tenue de la présidentielle ou de la victoire de son dauphin Ramazani Shadari. Il a préféré se taire et n'est pas réclamé jusqu'au bout le respect de la Constitution lorsque celle-ci a été largement violée lors de la formation de l'Union sacrée. La vie de la nation, sa paix, sa concorde, sa stabilité, sa prospérité et ses progrès sont les priorités dans le cœur de Joseph Kabila. L'histoire lui reconnaîtra à jamais cette passion pour la RDC qui doit guider toute la classe politique congolaise si le pays doit prospérer. C'était une cathédrale de Notre-Dame du Congo archicomble qui attendait l'entrée de l'officiant du jour, l'abbé Yves Koko Bolinda, père spirituel de la famille Kabila, pour célébrer le cinquantenaire du couple jumeau de l'ancien président de la République démocratique du Congo, président national du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, et l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange et Jeannette Kabila Kyungu, présidente nationale du Parti pour la Révolution du Peuple, ainsi que de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, à travers l'acapella de l'entame de la chanson Sai Sai du défunt artiste congolais Papa Wemba. L'officiant du jour a circonscrit les cadres festifs de cette messe d'action des grâces. Le prédicateur a soulevé la relation de libre consentement qui lie celui qu'on appelle communément le Raïs, Joseph Kabila Kabange, à ses collaborateurs et membres de sa famille politique, laquelle relation est ponctuée d'un langage du silence marqué d'une sagesse hors pair. Ce, bien après avoir transmis aux heureux du jour les souhaits et remerciements du cardinal Fridon Léambongo. L'abbé Yves Koko Bolinda a, avant de conclure son speech, invité l'assistance à rendre grâce à Dieu et a placé parmi eux Jeannette et Joseph Kabila. Ensuite est venu l'ère du discours d'action des grâces lu par Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD. Ce dernier est revenu sur les glorieux parcours du père de la démocratie depuis sa prise des fonctions à la tête du pays en 2001 jusqu'à la première passation pacifique du pouvoir qu'a connue la RDC. En meilleur état qu'il l'avait trouvé en 2001, et cela est indiscutable. Le président Kabila Kabange alors que son prédécesseur, le président Feu Mzee Laurent Désiré Kabila, n'avait pas encore eu le temps d'enclencher la reconstruction systématique du pays. Le pays était disloqué. La classe politique dans son ensemble et le peuple, tous désorientés. Le dialogue était congolais bloqué. L'État congolais était en dysfonctionnement total, sans constitution, sans institution crédible, sans administration électorale, et donc sans constitution, sans institution crédible, sans administration électorale, et donc sans aucune chance et perspective de démocratisation après plusieurs années de la pensée unique. La jeunesse kabiliste présente dans la salle a été pour l'occasion conviée à l'école de la passion de l'émancipation du Congo qui passe par le nationalisme, le patriotisme, la décolonisation mentale, la bravoure, la force du silence dans le travail ainsi que la sagesse. Oraïs Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle Jeannette Kabila Kyungu, joyeux anniversaire d'âge de maturité.
Mesdames et messieurs, voilà tout pour ce soir. Je tiens ici à vous rappeler les principaux titres qui ont fait l'actualité de la semaine. Reçu vendredi 4 juin 2021 à la primature, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a confirmé la 3e vague des contaminations de la Covid-19 au pays et promet des mesures coercitives. À l'Organisation des Nations Unies, bras de fer entre Félix Tshisekedi et Ali Bongo, les deux hommes se disputent le siège réservé à l'Afrique centrale au Conseil de sécurité. Et puis il a été célébré vendredi 4 juin à la cathédrale Notre-Dame du Congo devant plusieurs personnalités, membres et militants des partis politiques, les 50 ans d'âge des jumeaux Joseph et Jeannette Kabila. Mesdames et messieurs, c'est par ici que se clôture cette édition rétrospective. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.